Je l'ai rencontré sur un serveur dédié à un jeu de survie en monde ouvert, un bac à sable numérique aussi simpliste que stupide par certains aspects, mais ce n'était pas ce qui comptait. Nous étions deux collégiens désœuvrés, cherchant un refuge dans ces longues soirées sans fin. La connexion entre nous a été immédiate. Au départ, nos échanges se limitaient à des conseils pour construire plus efficacement, puis se sont transformés en blagues complices. Et peu à peu, c'est devenu plus profond, plus constant. Il me montrait toujours de nouveaux modes, des chaînes YouTube obscures, des playlists de musique ambiante glitchée qu'il dénichait je ne sais où. Son pseudo était simple, 2 mots suivis d'un chiffre. Il ne l'a jamais changé. Avec le temps, j'ai arrêté de me demander ce qu'il voulait dire. Nous ne parlions que par message. Jamais de voix. Et à vrai dire, j'aimais ça. C'était une part unique de notre lien. Mais après quelques mois, il s'est mis à décrocher. Il a quitté des serveurs, s'est retiré des groupes de discussion. Il disait que tout devenait trop géré. C'est le mot qu'il utilisait, gérer. Il disait qu'il haïssait cette impression d'être suivi, trié, catégorisé. C'est alors qu'il m'a parlé du Deep Web. Je lui ai dit que je n'en connaissais que des récits d'horreur, lus sur Reddit ou entendus sur YouTube. Il a ri, tout ça c'était du sensationnalisme selon lui, fait pour attirer les clics. Le vrai Deep Web, m'a-t-il assuré, abritait des communautés réelles, non dévorées par les algorithmes, les règles ou les partenariats. Un Internet authentique. Il m'a envoyé un fichier texte. Ça ressemblait plus à un manuel qu'à une invitation. Un guide sans mise en forme, une suite d'instructions mêlant langage familier et paranoïa minutieuse. Je me suis assis à mon bureau, chez ma mère, et j'ai tout recopié lentement dans un vieux carnet que j'utilisais pour les mots de passe et les astuces de jeu. Puis, je l'ai glissé dans la poche, avant de mon sac à dos. Il me servirait à nouveau. J'avais 2 ordinateurs, un chez ma mère, l'autre chez mon père, tous deux configurés pour le jeu, avec assez de liberté pour naviguer sans trop de surveillance. Rien n'était synchronisé entre eux, alors si je voulais accéder au forum depuis n'importe quelle maison, je devais tout installer en double. Mais il n'a jamais su ça. Parler de ma situation familiale ne m'a jamais plu. C'était gênant, 1 semaine chez ma mère, 1 semaine chez mon père, une garde alternée stricte. Pendant que j'étais chez l'un, mon demi-frère Jake était chez l'autre. C'était leur règle post-divorce. Et ça marchait. Jake et moi avions le même âge, mais nous n'étions pas proches. Pas d'animosité franche, mais une incompatibilité naturelle. Mes parents ne savaient rien de tout ça. Rien du Deep Web, rien de mon ami du serveur bac à sable. Pour eux, j'étais passé à autre chose. La majorité de ma vie en ligne se déroulait dans les plis discrets de mes favoris, camouflés derrière des onglets privés. Ils ne fouillaient pas mon écran et je ne leur donnais aucune raison de le faire. Cette semaine-là, j'étais chez ma mère. La suivante, je devais retourner chez mon père. Tout était prêt. Les 2 ordinateurs configurés, le lien du forum fragmenté sur 2 bouts de papier, scotchés à l'intérieur de chaque tiroir de bureau. Le forum m'attendait. J'ai attendu la nuit tombée pour m'y aventurer. Devoir terminer tôt, je dis à ma mère que j'allais me coucher. Elle ne vérifiait jamais tant que mes notes restaient stables. J'ai éteint les lumières, tiré le rideau occultant. La lampe de mon bureau étant trop forte, j'ai préféré utiliser celle, plus discrète, qui se clipse au moniteur. Le silence s'est installé, doux bourdonnement où seul mon ventilateur faisait entendre ses arcs lents. J'ai rouvert mon carnet et suivi la liste, ligne par ligne, méticuleusement. Puis j'ai tapé la longue suite de caractères dans la barre d'adresse. Mon cœur battait plus vite, comme si j'allais franchir une porte que je ne pourrais plus refermer. L'écran a clignoté. Pas d'erreur, pas de message d'échec. Juste une page grise, sobre, austère. Un simple en-tête, un champ de connexion et une colonne infinie de discussions défilant sans fin. Des centaines, peut-être des milliers. Des titres cryptiques, des codes incompréhensibles, des chaînes de lettres absurdes, et pourtant chacun avec des centaines de réponses. J'ai entré le login temporaire que mon ami m'avait donné. Un compte partagé, créé juste pour franchir le seuil. Il m'avait dit de ne l'utiliser qu'une fois, une fois entré, je créerai le mien. Dès que j'ai validé,
le forum a pris vie. Ce n'était pas juste un tableau de messages. C'était un réseau vivant, pulsant, avec des fils en temps réel, une étrange économie de points, un système de karma. Certains pseudos brillaient, ornés d'icônes étranges. D'autres se perdaient dans le flot. Les trades allaient vite, mais on distinguait des motifs, des blagues internes, des récits collaboratifs, des défis tordus. D'autres coins étaient plus sombres. Images, liens, fichiers cryptés, messages à double sens. Je ne les ai pas touchés. Je suis allé vers une sous-section plus légère, remplie de mèmes, de jeux de mots absurdes, d'humour sans filtre. Et c'est là que je l'ai retrouvé. Son pseudo, exactement comme sur Discord. Inchangé, comme un signal dans la brume. Il avait accumulé une quantité de karma que je ne lui aurais jamais imaginé. Je cliquais sur son nom. Son historique s'étalait sur des mois alors qu'il ne m'en avait parlé que récemment. Je lui ai écrit dans la messagerie privée du forum « Hey, j'y suis ». Il a répondu dans la minute « Tu l'as fait ». J'observais ton pseudo. Je n'étais pas sûr que tu irais jusqu'au bout. Il m'a envoyé un nouveau lien, une autre section du forum, plus calme, plus resserrée. Celle-là est plus sûre, disait-il. Parfaite pour commencer. Sans hésiter, j'ai suivi. À partir de là, tout s'est accéléré. Dans ce sous-forum plus discret, nous avons repris nos marques. On postait des mèmes tellement absurdes qu'aucune autre plateforme n'aurait toléré. On riait de choses qu'on n'aurait jamais osé dire en classe. Ce n'était rien d'illégal, rien de véritablement dangereux, juste une forme de folie douce, trop instable pour nos âges. J'ai créé mon propre profil, et très vite, j'ai commencé à participer activement. Certains de mes commentaires faisaient mouche. Je recevais des réponses, des invitations privées, des clins d'œil codés. Mon karma montait à vue d'œil. L'un de mes posts, une suite de pensées absurdes griffonnées pendant un cours de maths, a explosé dans la section humoristique. À minuit, il trônait en haut du fil. Certains le citaient, d'autres en faisaient des remixes visuels. J'étais surpris par le plaisir que je prenais à m'y perdre. C'était plus qu'un jeu, et lui aussi l'a remarqué. Il m'a écrit « Mec, je savais que t'allais aimer cet endroit. Le vendredi est arrivé trop vite. » En classe, l'ambiance flottait, cette espèce de tension molle des journées avant les vacances. Le prof distribuait une fiche d'exercice que personne n'avait demandé. J'avais fini mon test en avance. Officiellement, je le relisais. En vérité, mon téléphone était glissé sous ma table, écran presque noir brillant d'une lumière discrète. J'avais installé Tor Mobile derrière une fausse application de calculatrice, bien planquée. Pas censé la voir à l'école, mais je me connectais dès que possible. La connexion était lente, mais suffisante. Et là, dans ma boîte de réception, un message clignotait. Il venait de lui, ils vont tout fermer. Il se passe quelque chose. Je veux pas arrêter de te parler. Je suis resté figé, les yeux rivés à l'écran. J'ai relu ces mots 2 fois, 3 fois. Puis un second message, on doit se parler ailleurs. J'utilise plus Discord, mais je vis dans ta ville. Cette phrase m'a figé net. Je ne lui avais jamais dit où j'habitais, pas même l'état. Nos échanges avaient toujours été vagues, en surface. Je n'avais jamais cherché à savoir non plus. Peut-être avait-il deviné, au fil d'un détail glissé dans une blague ou une description imprudente. Dans le bus du retour, je lui ai écrit « T'es sérieux ?» Quelques minutes plus tard, il m'a répondu. Il m'a dit de quel côté de la ville il vivait. Ce n'était même pas loin de chez mon père. On a plaisanté en se demandant si on ne s'était pas déjà croisé dans une file de fast-food ou au rayon BD d'un supermarché. Il m'a dit qu'il ne voulait pas perdre le contact, que le forum allait disparaître. Il restait vague sur les raisons, des rumeurs d'anciens admins qui paniquaient, de quelqu'un qui aurait vendu les journaux de connexion, de l'ombre qui s'approchait trop près. Je lui ai proposé d'autres moyens de rester en contact. Il a tout refusé. Et puis, il a lancé cette idée simple, et si on se voyait en vrai? Mon cœur s'est serré. Pas de peur. Pas encore. Plutôt un mélange de vertige et d'excitation. Après tout ce temps passé à discuter, à rire, à construire un monde à deux, l'idée de le rencontrer, réellement, rendait tout ça plus tangible, plus vivant. J'ai dit oui, sans trop réfléchir. Je lui ai donné l'adresse de mon père.
Je lui ai proposé de passer le samedi après-midi, vers 14 heures, qu'on pourrait traîner sur le perron, aller jusqu'à la station-service ou simplement discuter dans le jardin. Mon père était souvent absent à cette heure-là, en train de faire les courses. Je n'ai pas parlé de ma mère. Je n'ai pas dit que je changeais de maison chaque semaine. Je n'ai pas cru que c'était important. Cette nuit-là, j'ai veillé tard. Impossible de dormir. Mon esprit rejouait chaque scénario possible, son visage, notre première poignée de main, ce moment étrange où deux pseudos de forum tenteraient de devenir réels. C'est là que ma mère a frappé doucement à ma porte. Vers minuit, un léger toc-toc sur ma porte. J'ai retiré mon casque, un peu surpris. Ma mère se tenait dans l'embrasure, appuyée contre le cadre, arborant ce visage neutre qu'elle utilisait quand elle s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle, mais voulait éviter le conflit. « Tu restes ici une semaine de plus. » Je me suis figé. Quoi? Pourquoi? Jake et moi, on s'est disputés. Il a eu des problèmes au collège, je préfère pas rentrer dans les détails. Il a besoin d'espace, donc on inverse le planning. Le temps qu'il se calme. Sa voix était calme, posée, presque fataliste. Mais à l'intérieur de moi, tout s'est mis à tournoyer. Tout ce que j'avais prévu venait de s'effondrer. Dès qu'elle a quitté la pièce, j'ai bondi vers mon bureau. J'ai lancé Tor, mes doigts tremblaient. J'ai tapé l'adresse du forum. D'habitude, même avec une mauvaise connexion, la page finissait toujours par s'ouvrir. Mais cette fois, rien. Un écran gris. Le cercle de chargement tournait, sans fin. J'ai fermé, rouvert, changé de pont, vérifié la connexion. Recommencé, encore et encore. Rien. Je suis passé à mon téléphone. J'ai saisi l'adresse avec soin. Échec de chargement. J'ai essayé l'URL secondaire, celle du guide. Celle qui était censée fonctionner même si le site principal tombait. Toujours rien, puis le lien de secours griffonné en bas de page comme un talisman. Erreur blanche. Une page vide qui a clignoté une seconde avant de disparaître. Le forum avait disparu, débranché, dissous dans le néant. Et lui, il allait venir demain, à une maison vide, je ne connaissais même pas son vrai nom. Je n'ai pas dormi, juste fixé le plafond, les pensées tourbillonnant comme une spirale sans fin. Peut-être que le forum reviendra au matin. Peut-être qu'il sonnera à la porte, puis repartira. Peut-être qu'il comprendra, quand le soleil a commencé à percer entre les rideaux, je suis allé à la cuisine. Ma mère y était déjà, sirotant son café d'un air distrait. Je peux aller chez papa? Ai-je demandé? Elle a levé les yeux, à peine intriguée. Tu le verras la semaine prochaine. J'ai juste oublié un truc là-bas. Mon chargeur. Et un sweat. Mensonge mal ficelé. Elle a haussé les sourcils, un soupçon d'agacement dans les yeux. Tu peux survivre quelques jours sans ça. Je vais pas traverser la ville pour un pull. Et Jake a demandé qu'on lui laisse un peu d'air. Alors on va respecter ça. Je me suis tu. J'ai compris que ça ne servirait à rien d'insister. Elle m'a désigné les tâches ménagères d'un regard, et j'ai hoché la tête. Je suis allé faire la vaisselle, les poings crispés dans l'eau savonneuse. Toute la matinée, j'ai nettoyé frénétiquement. Le sol, le salon, les vitres, le linge. Mon corps bougeait, mais ma tête ne cessait de reproduire le même film. Et si ce n'était pas lui? Et s'il entrait? Et s'il croyait que j'étais là? À 16 heures, je n'en pouvais plus. J'ai campé dans l'encadrement de la cuisine. Je sors faire un tour, elle a hoché la tête, à peine attentive. J'ai mis mes baskets, saisi mon vélo et pédalé sans m'arrêter. Pas vers le parc, vers la maison de mon père. Le quartier était calme. Tout semblait ordinaire, suspendu dans cette lumière d'après-midi. J'ai tourné dans notre rue, ralenti. J'ai regardé à gauche, à droite, rien. Et puis, je l'ai vu. La porte était entr'ouverte. Pas grand-chose, juste assez pour bouger avec le vent, produire ce craquement familier quand elle n'était pas bien fermée, pas verrouillée, pas protégée. Je suis monté sur le perron, le cœur battant, « Papa » et je murmurais. Silence. J'ai frappé. La porte a vacillé, comme posée sans ancrage. J'ai poussé. Jake. Toujours rien. L'air était frais, immobile, presque trop calme. J'ai avancé mais pas étouffé sur le carrelage.
Le salon était vide, le téléviseur éteint, le plan de travail vide. Un chaussette abandonné, froissé, au pied du couloir. Je sentais déjà quelque chose. Une odeur métallique, lourde, furtive mais tenace. Pas celle de la nourriture, ni du linge sale. Quelque chose de plus grave, de plus ancien. J'ai avancé lentement, et je l'ai vu. Mon père était là, allongé face contre sol, dans la cuisine. Son torse reposait dans une mare de sang noire et épaisse, qui s'infiltrait lentement entre les interstices des carreaux. Son dos était lacéré, sa chemise en lambeaux, déchirée jusqu'au col. Un de ses pieds était nu, l'autre portait encore une chaussure. Je suis resté figé. Pas un cri, pas un mouvement. Rien que le bourdonnement aigu du choc, cette douleur sourde derrière les yeux quand le cerveau refuse d'accepter ce qu'il voit. Le temps s'est figé. Puis ma respiration est revenue d'un coup, brutale. J'ai reculé. Mon dos a heurté le mur. Puis mes jambes se sont mises à trembler. Un souffle, un éclair, et j'ai couru. J'ai traversé le couloir comme une ombre fuyante. J'ai frappé l'encadrement de la porte en sortant, manquant de tomber. Je n'ai pas pris la peine de refermer. J'ai sauté sur mon vélo, les mains moites, les muscles tremblants. J'ai pédalé, encore et encore, sans regarder les voitures, sans respirer, les larmes collées au fond de la gorge. J'ai failli me faire renverser à une intersection. Un klaxon a hurlé. Je ne me suis pas arrêté. Quand enfin j'ai reconnu les rues près de chez ma mère, j'ai abandonné le vélo sur le trottoir, en vrac, les jambes douloureuses, la bouche sèche. J'ai couru jusqu'à la porte de l'immeuble, raté la poignée une première fois, puis j'ai monté les escaliers à toute allure. Maman, et je criais en entrant, la voix brisée. Elle est sortie de la cuisine, surprise. Je me suis effondré dans l'entrée. Papa est mort, Jake a disparu. Son visage s'est vidé d'un coup. Elle a couru vers moi, m'a attrapé par les épaules, m'a fait asseoir, mais je n'arrivais pas à me calmer. Je faisais les 100 pas, les mots éclataient dans tous les sens, hachés, tremblants. Elle a appelé la police, elle n'a pas douté une seconde. Elle savait que je ne plaisanterais jamais avec ça. Les sirènes ont retenti plus vite que je ne l'aurais cru. Une voiture de patrouille, puis 2 enquêteurs, puis le ruban jaune autour de la maison de mon père. Je les regardais par la fenêtre, recroquevillés, les genoux contre la poitrine. Ma mère me touchait le dos, mais elle ne disait presque rien. Elle non plus ne comprenait pas encore. Plus tard dans la nuit, ils m'ont fait asseoir, face à un dictaphone. Ils m'ont demandé de raconter tout. Alors j'ai parlé, je leur ai raconté le forum, mon ami, le plan de rencontre, l'adresse donnée, croyant que j'y serais. Je leur ai dit tout ce dont je me souvenais. Mot pour mot, sans détour, ils ne disaient rien. L'un notait impassible, mais son stylo cognait un peu plus fort à chaque réponse. L'autre me regardait fixement, sans rien laisser transparaître. Je savais à quoi ça ressemblait. Un adolescent, un forum obscur, un ami fantôme, un rendez-vous raté. Je savais, et pourtant tout était vrai. Le lendemain, ils m'ont emmené au poste. Une salle d'interrogatoire grise, avec des caméras au plafond et des câbles sous la table. Ils m'ont demandé mes appareils. J'ai tout donné. Les 2 ordinateurs, mon téléphone, celui de ma mère aussi. Ils ont tout copié. Ils ne m'accusaient pas directement, mais ils creusaient, lentement, avec méthode, cherchant des failles, des incohérences. Je leur ai donné le carnet, le guide que j'avais copié à la main, les adresses, les pseudonymes, même celui de mon ami. Ça ne servira sans doute à rien, leur ai-je dit, mais c'est tout ce que j'ai. L'un des enquêteurs est sorti parler à ma mère. Par la porte entr'ouverte, j'ai entendu sa voix, nette, grave. On pense que c'était prémédité. Votre fils a donné cette adresse. Mais, celui qui a fait ça, ne s'attendait probablement pas à ce qu'un adulte soit là. J'ai fermé les yeux, mes poings se sont refermés sous la table. Ils m'ont relâché ce soir-là. J'étais libre, mais vide.
Le lendemain, les journaux s'enflammèrent, un homme retrouvé mort chez lui, un adolescent disparu, les gros titres parlaient d'actes ciblés, d'agressions préméditées. Le visage de Jake fut placardé sur chaque lampadaire. Des affiches disparues recouvraient les murs de l'école, les arrêts de bus, les vitrines. Il posait ensuite à capuche, les bras croisés, le regard détourné. Son prénom imprimé en gras, sous le mot « recherché ». Et moi, je passais devant lui chaque jour. À vélo, à pied. Comme une ombre, 7 jours, aucune trace, aucun bruit. Puis, un matin trop chaud, quelqu'un a vu quelque chose. Un jogger coupant par les sentiers de l'ancienne voie rapide a repéré une forme étrange au bord du fossé de drainage. Avec la sécheresse, l'eau s'était retirée, découvrant plus que ce qu'elle aurait dû. Il a d'abord cru à un sac abandonné. Puis il a vu la main. Les photos ne sont jamais passées à la télé. Trop violentes, trop réelles. Mais je les ai imaginées. La police, agenouillée, les visages couverts de leurs mains, le corps, le sweat du collège, le même qu'il portait pendant les cours d'EPS quand il oubliait ses affaires. Jake, c'était lui, je l'ai su avant même que ma mère ne le sache. Un camarade de classe m'a envoyé le lien d'un article. Garçon retrouvé mort, traumatisme multiple, aucun papier sur lui, identifié par ses vêtements. Ma mère m'a vu, les yeux rivés à l'écran, et m'a pris le téléphone des mains. Elle a lu, puis elle s'est effondrée sur la chaise de la cuisine, le souffle coupé, les doigts tremblants, incapable de faire défiler l'article. Jake n'était pas son fils, mais elle l'aimait, et elle m'aimait tout autant. Les jours suivants furent flous. Les chaînes d'infos creusaient chaque recoin. Interviews d'anciens voisins, suppositions grotesques d'internautes. Tout le monde avait un avis. Puis la vérité a éclaté. On l'a retrouvé. Thomas Greenley, 100, condamné dans sa jeunesse. Déménagé 3 fois. Changé de nom légalement 2 fois. Il vivait dans un vieux camping-car, garé près d'un ancien entrepôt de matelas. À l'intérieur, un réseau de câbles, d'outils, de disques durs, de téléphones, des serveurs artisanaux, 4 routeurs, des coffres forts verrouillés, des affiches couvertes de schémas, de pseudos, de mots barrés au stylo rouge, et une révélation glaçante. Le forum, il était seul. Chaque utilisateur, chaque commentaire, chaque message privé, c'était lui, il avait créé chaque compte. Il s'était répondu à lui-même, simulant des conversations. Il avait écrit des disputes, construit des réputations, attribué des points de karma, diffusé de faux conflits. Il avait même programmé des délais de réponse pour rendre tout plus réaliste. Un théâtre numérique, un piège. J'étais le seul IP externe dans tout le système. Mon ordinateur, mon téléphone. Moi, le site existait depuis plus d'1 an. Tous les quelques mois, il réinitialisait, invoquant un piratage, une mise à jour, une purge nécessaire. Chaque fois, il effaçait tout. Recommençait. Les enquêteurs ne purent récupérer que des fragments. Mais grâce à mon carnet, à mes copies, à mes notes, ils avaient une base, une preuve. On m'a appelé témoin clé. On m'a dit que j'avais eu de la chance, que j'avais été courageux. Je ne ressentais rien de tout ça. Il n'a jamais parlé. Lors de son arrestation, Thomas a donné un faux nom. Puis il a exigé un avocat, puis plus rien. Pas un mot. Il n'a jamais été jugé. 2 mois après son incarcération, avant que les audiences ne commencent, il a frappé sa tête contre le mur de sa cellule. Puis 2. Et encore, jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. Il n'a laissé aucun mot. Juste moi, les gens m'ont regardé autrement. Après, avec prudence, ou avec pitié. Mais personne ne comprenait. Pas vraiment. Il m'avait choisi. Moi, je m'étais lié à un fantôme numérique, un menteur sans visage, un monstre solitaire caché derrière une mer de pseudo. Il avait modelé mon univers, et il m'avait presque entraîné à sa suite.